Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Gabriel Attal est en déplacement aujourd'hui à Nice pour inaugurer un internat éducatif. C'est une expérimentation destinée notamment à couper les jeunes de leur mauvaise fréquentation. C'est ce que dit le Premier ministre. Sur le principe, est-ce que vous y croyez, vous, à ce dispositif ? Mais d'abord, il faut dire que l'internat, c'est au service d'un projet éducatif. C'est pas un lieu de privation de liberté. Donc après on propose à des parents, s'ils le souhaitent, et s'ils le souhaitent en accord d'ailleurs souvent avec leurs enfants, de s'inscrire dans ce projet éducatif, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, cette mesure, comme un certain nombre de mesures sur lesquelles j'imagine on va revenir, participe d'une opération de communication totale. Jeudi, c'était l'anniversaire des 100 premiers jours de Gabriel Attal à Matignon. Il n'a strictement rien fait. Pour la vie des Françaises et des Français, que les gens qui nous écoutent le comprennent quand même, quelles sont les décisions de M. Attal qui ont eu un impact sur leur vie depuis qu'il est arrivé au pouvoir? Attendez, il y en a eu deux. La crise agricole, il y a eu deux mesures qui ont un impact. Premièrement, il a accepté l'augmentation du prix de l'électricité de 10%, c'était au 1er février de cette année. Deuxièmement, il a pris la décision de doubler les franchises médicales, c'était au 1er avril de cette année. Le reste, c'est du bruit, de la communication. Il est arrivé en disant, avec moi, ça sera de l'action, de l'action, de l'action. En vérité, on a seulement de la communication. On vous posait une question précise sur ces internats éducatifs. Est-ce que c'est une réponse à la violence et à la délinquance? Non mais attendez, il dit lui-même que c'est sur la base du volontariat. Oui. C'est si les parents acceptent. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui change par rapport à l'existant? Puisque à l'existant, il existe des internats et c'est sur la base du volontariat. Donc je ne vois pas qu'est-ce que ça change par rapport à la situation actuelle. Parce qu'à 13 ans, on n'a rien à faire dans la rue la journée, c'est ce que dit Gabriel Attal. Alors à partir de la rentrée prochaine, les collèges seront ouverts de 8h à 18h pour donner la possibilité aux élèves de faire leurs devoirs ou d'avoir accès à des activités avant de rentrer à la maison. Ce sera là aussi sur la base du volontariat, dans les quartiers sensibles en priorité. C'est une bonne mesure. Là aussi, est-ce que vous dites quand même ça va dans le bon sens? Avoir les établissements ouverts de 8h à 18h. Mais avec quels moyens? Avec quel personnel pour encadrer les élèves quand ils vont arriver à 8h et quand ils vont rester jusqu'à 18h? Sachant qu'on a voté un budget, c'est passé par 49.3, un budget au mois de novembre dernier dans lequel on a supprimé par exemple plus de 1000 postes d'assistants d'éducation supplémentaires. Qui va encadrer les élèves au collège de 8h à 18h? Là aussi, vous voyez, le problème, c'est l'écart entre la communication et la situation concrète. Monsieur Attal a commencé en laissant entendre que le collège serait obligatoire de 8h à 18h. Ça a soulevé une vague de protestation, en particulier dans la jeunesse et parmi les personnels de l'éducation nationale qui ont dit on va faire ça avec quels moyens. Finalement, il reprend la parole après pour dire non, c'est sur la base du volontariat. Le problème, en fait, avec les opérations de communication, c'est que ça ne correspond pas, en fait, à ce qu'il est possible de faire concrètement. Moi, j'aimerais qu'on soit un peu plus sérieux dans les annonces qu'on fait pour pouvoir répondre effectivement aux difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui. Or, il me semble que là, on est seulement dans des mesures qui sont des effets d'annonce. Il ouvre une concertation, lui-même le dit, qui, comme par hasard, va se terminer au lendemain des élections européennes. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est que Gabriel Attal est là pour agiter la galerie jusqu'aux élections européennes. Et en vérité, il prépare un programme de raquette sociale vis-à-vis des Français, mais il ne veut pas l'annoncer avant les élections européennes parce qu'il a peur que ça ait un impact sur leur vie. Il y a des annonces, sur le fond qui ont été faites, notamment par exemple pour ce qui concerne les parents, travaux d'intérêt général pour les parents d'enfants délinquants, responsabilité financière des parents en cas de dégradation, amende pour les parents qui ne se rendraient pas à la convocation d'un juge pour enfants. Est-ce que c'est de nature à mobiliser les parents concernés selon vous? C'est ça la question qui est la seule question importante. C'est est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça fonctionne? Il existe déjà aujourd'hui des mesures d'accompagnement éducatif qui peuvent être décidées par la justice quand un mineur est mis en cause et qu'on considère que ses parents n'ont pas exercé le rôle qui était le leur. Attendez, il existe déjà ces mesures. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'ensemble des magistrats, des personnes qui travaillent sur ce sujet qui disent qu'il y a un énorme problème, c'est que ces mesures d'assistance éducative, elles ne peuvent pas être appliquées parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour les associations qui sont censées les appliquer, par exemple. Donc, je veux dire, à un moment, il faut être un petit peu concret. Par exemple, la suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire, ça a déjà été expérimenté, ça a été mis en place sous Nicolas Sarkozy. Le résultat concret, ça a été une augmentation de l'absentéisme scolaire.
scolaire. Donc ça ne fonctionne pas. Donc moi, je veux bien comme ça là, pour faire du bruit. Non, mais d'accord, mais pour vous donner un exemple, donner un exemple concret, il y a des mesures de même nature qui ont déjà été mises en place. L'objectif, c'était de réduire l'absentéisme scolaire. Ça a produit le résultat exactement inverse. Donc on ne va pas continuer encore dans la mauvaise direction. Moi, je vous ai dit quel était mon avis sur les mesures qui ont été annoncées par M. Attal. Voilà, de mon point de vue, ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que vous proposez alors ? J'allais y venir. Oui. Voilà, de mon point de vue, ce qu'il faut faire. Si vous voulez réduire les difficultés, notamment liées à la violence, il faut davantage de présence humaine. Donc il faut davantage d'assistants d'éducation. Donc il faut davantage de psychologues scolaires. Par exemple, pour détecter les situations de harcèlement, quand elles arrivent, il faut les détecter. Pour la détecter, il faut de la présence humaine. Il faut des AESH pour prendre en charge notamment les élèves en situation de handicap. Il faut de la police de proximité pour détecter les situations de violence avant qu'elles dégénèrent. Voilà, il me semble, la manière concrète avec laquelle on peut réduire et lutter contre les problèmes de la société. Il y a une autre proposition, celle faite aussi par Gabriel Attal et la droite, les LR et le RN n'est pas contre. Au contraire, il le demande, ouvrir le débat sur l'excuse de minorité. En France, entre 13 et 17 ans, on n'est pas un délinquant comme les autres. Devant la justice, un mineur voit sa responsabilité atténuée. Là-dessus, est-ce qu'il faut y réfléchir ? D'abord, il faut dire que l'excuse de minorité, ça n'existe pas. Tout le monde utilise ce terme. On parle d'atténuation de peine pour des mineurs. Non, mais d'abord, c'est important parce qu'on donne l'impression que ça reviendrait à excuser des actes parce qu'ils ont été commis par les mineurs. Depuis le général de Gaulle, ça a été confirmé par M. Badinter, on considère en France, et moi je m'inscris dans cette vision, qu'on ne juge pas les mineurs comme les majeurs pour une raison simple, c'est que leur capacité de discernement est en construction. Et donc quand on juge un mineur, on favorise davantage la dimension éducative, pédagogique que la dimension répressive. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'aujourd'hui les jeunes sont violents de plus en plus jeunes et c'est de plus en plus grave? D'abord, je leur réponds que c'est pas vrai. Puisque si vous prenez par exemple les chiffres du ministère de la Justice, le nombre de mineurs mis en cause dans des affaires judiciaires, par exemple, a été réduit de 25% entre 2019 et 2022. Pour autant, il y a des situations et il y a des difficultés, il y a des questions et il y a eu des drames, notamment ces dernières semaines, je ne les conteste pas. Mais il existe déjà aujourd'hui la possibilité pour un juge de lever l'atténuation de peine pour un mineur si on considère qu'en vérité, il était suffisamment mature, responsable de ses actes. Donc encore une fois, je le regrette, mais j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de bruit, que M. Attal est devenu en quelque sorte ministre de l'agitation nationale, mais qu'il n'apporte aucune réponse concrète aux difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, on vous retrouve juste après le fil info. Il est 8h40, Mathilde Romagnan. Près de 2 millions d'Européens ont été touchés par les inondations l'an dernier. Le bilan de l'Observatoire européen Copernicus alerte sur les risques climatiques en Europe. L'année passée a été marquée par des épisodes de sécheresse et d'inondations hors normes et de chaleur aussi. Les températures ont été supérieures à la moyenne 11 mois sur 12. Plusieurs membres du gouvernement sont à Nice aujourd'hui. Le Premier ministre et ceux de la Justice et de la Jeunesse. Ils visiteront un lycée-collège dans le cadre de l'expérimentation des internats éducatifs, mesure de l'exécutif pour lutter contre la violence des jeunes. Le projet de loi sur la fin de vie arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dans un premier temps, une commission spéciale va mener des auditions pendant un mois et éplucher le texte avant de le présenter dans l'hémicycle. En clôture de la 30e journée de Ligue 1 de football hier, le PSG a écrasé Lyon 4-1. Paris se rapproche du titre de champion de France. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, le Premier ministre, la semaine dernière, a dénoncé des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire un entrisme islamiste à l'école et qui y prônent les préceptes de la charia. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ? Non, pas du tout. Je pense que l'essentiel, l'immense majorité des musulmans de ce pays, ils ont tout simplement envie de pouvoir vivre leur religion en tranquillité. C'est parce que le Premier ministre dit qu'il y a des groupes. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il dit précisément ? Enfin, je veux dire, il y a des groupes, de qui parle-t-il précisément ? S'il y a des gens qui veulent faire ça, il existe déjà un cadre légal aujourd'hui pour les empêcher de le faire et pour les sanctionner. Mais je dis attention à en permanence se pointer du doigt, cibler du doigt en France les personnes de confession musulmane, alors qu'une immense majorité d'entre eux ont envie, comme tous les Français, de pouvoir vivre tranquillement, participer à l'école de la République, respecter les lois, c'est ce qu'ils font. Et donc je trouve qu'en permanence, essayer de les pointer du doigt ou les cibler, ça ne va pas. La laïcité, c'est une valeur très importante. Mais la laïcité, il faut faire attention à que ça ne devienne pas, et je crois que c'est trop souvent le cas maintenant, pour une grande partie des jeunes, en particulier dans ce pays, quelle que soit d'ailleurs
par leur confession religieuse, c'est ressenti seulement comme une succession d'interdits. Or, la laïcité, ce n'est pas ça. La laïcité, c'est d'abord un projet d'émancipation, c'est d'abord quelque chose qui permet à chacune, à chacun de pouvoir avoir une religion, ne pas en avoir dans sa société, c'est la liberté de conscience, c'est d'abord ça la laïcité. Mais donc, je pense qu'il faut davantage faire un travail pédagogique d'explication de ce qu'est la laïcité, plutôt que d'essayer de pointer du doigt en permanence une partie de la population française. Mais pour revenir au propos de Gabriel Attal, donc il n'y a pas pour vous d'entrisme islamiste à l'école? C'est un phénomène qui n'existe pas. Mais je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des personnes qui cherchent à essayer, comme ça a toujours été le cas dans toutes les religions, de faire primer la loi religieuse sur la loi de la République. Et il faut les empêcher de le faire. Mais quand on lance des accusations aussi graves, il faut donner des faits, il faut dire de qui on parle. Et si on a des groupes comme ça et qu'on les a identifiés, il faut les poursuivre, il faut les réprimer. Donc sinon, il ne faut pas parler. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que sinon, c'est encore une fois une manière d'agiter la galerie et de donner l'impression qu'on fait quelque chose alors qu'on fait rien. Comme le dit, par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Il y a en France, malheureusement, dans le débat public, oui, ces dernières années, le fait en permanence, sur n'importe quel des sujets, d'essayer de faire croire que c'est les musulmans de ce pays qui sont responsables de tous les maux. Et moi, je n'accepte pas cette logique-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'au contraire, une grande partie des musulmans de ce pays, l'immense majorité d'entre eux, ont envie de vivre tranquillement dans notre pays. Sans parler de l'immense majorité des musulmans en France qui vivent leur religion tranquillement, comme vous le dites. Sur ces groupes en particulier, le fait d'agresser quelqu'un parce qu'il ne respecte pas un précepte religieux, ça doit être une circonstance aggravante. C'est ce que dit Gabriel Attal. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Mais j'imagine que c'est déjà le cas. Parce que d'abord, il faut quand même rappeler, parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on ne fait rien face à des actions comme ça qui sont inacceptables. Si on s'en prend à une personne de manière délictuelle, parce qu'on considère qu'il ne respecte pas tel ou tel précepte religieux, alors la justice prévoit déjà de sanctionner la personne qui est responsable de ça. Oui, mais à force de dire que telle chose va être une circonstance pénalisante ou atténuante, je veux dire, il ne va plus y avoir d'autonomie du juge dans sa capacité à gérer chaque situation de manière individuelle. Moi, je suis attaché au principe d'individualisation des peines. Je pense que c'est un principe essentiel de notre justice. Donc après, qui regarde s'il veut des aménagements, mais franchement, je vois pas ce que ça va apporter de plus à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon s'est attiré de nouvelles critiques pour ses propos tenus vendredi dernier après l'interdiction d'une réunion dans l'enceinte de l'université de Lille. Est-ce qu'il était nécessaire de filer la métaphore sur la Shoah, les criminels nazis, de traiter les préfets ou le président de l'université de Lille de capitulars? D'abord, peut-être ce qu'il faudrait qu'on commence par dire, c'est que l'annulation de la conférence qui a été prévue à l'université de Lille la semaine dernière est scandaleuse. Que ensuite, le fait que la préfecture du Nord ait décidé d'interdire la conférence que nous avions organisée dans une salle privée comme solution de recours est un événement grave et, à ma connaissance, inédit ces dernières années dans le cadre d'une campagne électorale. Je pense que c'est quand même... Emmanuel Macron, d'ailleurs, a dit qu'il fallait que Jean-Luc Mélenchon puisse s'exprimer. Quelle hypocrisie! Enfin, quelle hypocrisie. Je veux dire, si Emmanuel Macron considère que Jean-Luc Mélenchon doit avoir la possibilité de s'exprimer, alors expliquez-moi pourquoi le préfet du Nord, qui est sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, et donc, il me semble, sous l'autorité du président de la République, a décidé de l'interdire. Parce que c'est facile. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, mais d'accord, mais je vais répondre à votre question, mais je pense que quand même, on est dans une situation où le cadre démocratique élémentaire, celui qui nous permet de faire campagne, est menacé. Donc, entendez que je commence par répondre d'abord ça, avant de venir sur les petites polémiques que certains essayent de mettre en place pour détourner l'attention. Jean-Luc Mélenchon est ce soir, par exemple, à Sciences Po Paris, pour une conférence. Mais donc, sur les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon. Macron à la Sorbonne jeudi. Voilà, on va vous en parler. Non, mais sur Jean-Luc Mélenchon, donc sur ses propos, parce qu'il a été très critiqué, il faut le dire, voilà. Président de l'université, il est un capitulaire. Il n'y a pas de problème à répondre à ces propos, mais permettez-moi de commencer par la réponse que je vous ai faite. Pour le reste, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais, contrairement à ce que j'ai lu, comparé le président de l'université à Eichmann ou je ne sais quoi. Il a dit la métaphore. Les bassesses de la police française qui ont conduit à la rafle du Veldiv, tout ça à propos de la Il a dit, en citant les travaux de Hannah Arendt, il a alerté sur le fait que parfois, par respect des ordres qui sont donnés, on accepte petit à petit des remises en cause de libertés fondamentales.
fondamental. Voilà, la question c'est est-ce que cette comparaison avait lieu d'être et qu'il faut le refuser. Bah oui, puisqu'on est précisément dans une situation dans laquelle vous avez un président d'université qui, sous la pression des oppositions politiques, décide d'empêcher une formation politique d'opposition de pouvoir s'exprimer. Non, je ne dis pas que c'est maladroit, je dis que c'est scandaleux de nous avoir empêchés de tenir cette conférence et que ça devrait alerter tous les démocrates dans ce pays. Et ils devraient plutôt s'alerter de ça plutôt que d'aller participer aux polémiques ridicules que les uns et les autres essayent de lancer sur Jean-Luc Mélenchon. Mais on en a l'habitude. Rima Hassan, juriste franco-palestinienne, est en 7e position sur votre liste aux européennes. Manuel Bompard, elle est convoquée à la fin du mois à la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Est-ce que vous avez des précisions sur ce qui lui est reproché ? Non, j'ai vu une convocation dans laquelle on lui dit qu'elle est convoquée pour une audition par la police. Je trouve ça stupéfiant. Là aussi, je pense que ça devrait alerter tout le monde. En vérité, ça, comme l'interdiction des conférences à laquelle je faisais référence tout à l'heure, s'inscrit dans un même contexte d'une dérive de plus en plus autoritaire, d'un autoritarisme maintenant qui vient sur, y compris ce qu'on a le droit de penser. Je crois que ça... En fait, si on continue votre logique, ça vient d'où ? Cette dérive autoritaire, elle est voulue par le président de la République ? Je crois qu'il y a une volonté du pouvoir en place aujourd'hui de criminaliser les oppositions. Il y a une volonté de faire taire ceux qui défendent la voie de la paix. C'est que c'est très grave ce que vous dites là ce matin. Oui, ce qui est très grave, c'est ce qui se passe. Ce qui est très grave, c'est ce qui se passe. Oui, j'assume de dire que c'est très très grave ce qu'il se passe. Et il y a une volonté de faire taire, de museler notamment les voix qui dénoncent le massacre en cours à Gaza aujourd'hui. Et en permanence de venir essayer d'expliquer que si vous portez la parole de la paix, c'est que vous êtes antisémite. C'est-à-dire que dorénavant, l'ONU est antisémite, le pape est antisémite. Il faut arrêter avec ça en vérité. On doit pouvoir dénoncer les actions inacceptables de l'armée israélienne à Gaza sans être poursuivi par la police ou par la justice. Pour que les auditeurs et les téléspectateurs puissent comprendre, parmi les déclarations qui sont reprochées à Rima Hassan, elle a déclaré donc aux médias en ligne Le Crayon, elle avait répondu vrai à l'affirmation « Le Hamas mène-t-il une action légitime ?» Elle a répondu vrai. C'est ce qui lui est reproché. Non, alors je ne sais pas si c'est ce qui lui est reproché, puisque en l'occurrence dans la convocation... Parmi les déclarations qui posent problème. Oui, mais en l'occurrence dans la convocation, il est fait état d'une période de date qui ne correspondent pas à la publication de cette interview. Pour le reste, cette interview, c'est assez scandaleux d'ailleurs. C'est une interview qui a duré 1h30, il y a un extrait d'1 minute qui a été sorti et qui fait abstraction de toutes les autres réponses de Rima Hassan. En particulier, par exemple, des réponses où elle a dit très clairement que les actions commises le 7 octobre étaient des actes terroristes et qu'il fallait les condamner et qu'elle les condamnait elle-même. Or là, elle parle, en l'occurrence, en faisant référence à 2 résolutions de l'Organisation des Nations Unies, 2 résolutions de l'ONU, qui reconnaissent de manière générale la légitimité des groupes palestiniens dans la lutte pour l'autodétermination du peuple palestinien. Mais bien évidemment qu'elle ne parle pas des actions commises par le Hamas le 7 octobre, bien évidemment. Et d'ailleurs, elle les a condamnées. Elle a dit que ces actions étaient des actions terroristes. Elle a dit qu'elle pleurait chaque mort civile, qu'il soit d'ailleurs israélien ou palestinien. Donc lui faire ce reproche-là sur la base d'une interview tronquée est totalement scandaleux. Rima Hassan n'a jamais fait d'apologie du terrorisme et c'est stupéfiant, scandaleux de s'attaquer à elle sur ce motif infamant. On se pose quand même la question aujourd'hui, Manuel Bompard, cette question palestinienne au centre de votre campagne électorale pour les européennes, c'est une stratégie ou alors vous la subissez ? Mais d'abord, il faut dire que l'élection européenne est une élection dans laquelle il y a des grandes questions internationales qui sont posées. Mais vous faites campagne que sur ça ? Non, pas du tout. En tout cas, on vous entend quasiment que sur ça. Non, mais d'accord, mais si vous voulez m'interpeller, par exemple, sur le fait que le PDG de Renault se distribue un salaire qui est équivalent à 1700 fois le SMIC et que nous proposons, dans le cadre des élections européennes, de limiter les écarts de revenus de 1 à 20. Non, mais je vous parle d'autre chose, puisque vous voulez que je vous parle d'autre chose. Mais pour le reste, oui, j'assume de dire que dans les élections européennes, le Parlement européen a un rôle à jouer pour faire en sorte que s'arrête immédiatement le génocide en cours à Gaza. Par exemple, c'est au Parlement européen qu'on peut décider de décréter un embargo sur les armes. C'est au Parlement européen qu'on peut décider de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. C'est au Parlement européen qu'on peut décider d'infliger des sanctions au gouvernement de M. Netanyahou. Donc c'est un des sujets de la campagne des élections européennes. Mais bien sûr, c'est pas le seul. En allant voter aux élections européennes le 9 juin, vous pouvez aussi refuser le programme de raquette sociale que propose Emmanuel Macron. Vous pouvez lutter contre les accords de libre
libre-échange. Vous pouvez lutter pour l'harmonisation des sociale par le haut. Vous pouvez lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et vous pouvez défendre la voie de la paix à Gaza ou de la paix en Ukraine. Et on va continuer de vous écouter juste après le fil info qu'on va aborder juste après le fil info puisqu'il est 8h52. Mathilde Romagnan. À partir d'aujourd'hui, une commission spéciale de l'Assemblée nationale examine le projet de loi sur la fin de vie. Elle mènera cette commission des auditions pendant 1 mois avant de présenter le texte devant l'hémicycle. Au cœur des débats, l'aide à mourir encadrée par des conditions strictes. Le procès en appel de l'attentat de Nice s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. 2 des 8 accusés de première instance sont rejugés pour une participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. L'attentat avait fait 86 morts sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Les Français se vaccinent plus, mais il y a des progrès à faire contre certaines infections comme la rougeole. C'est le bilan de Santé publique France. La couverture vaccinale reste élevée chez les nourrissons, mais elle est insuffisante chez certains adultes. L'autoroute A13 sera rouverte à la circulation en milieu de semaine, dans le meilleur des cas, annonce ce matin de la direction des routes d'Île-de-France. Depuis vendredi, l'autoroute de Normandie est fermée à la circulation entre Paris et Vaucresson à cause de fissures sur la chaussée. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Emmanuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, vous demandez à la commission des comptes de campagne, avant les européennes, d'examiner les interventions d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Est-ce que le discours qu'il prévoit jeudi à la Sorbonne, vous en parliez, est-ce que ce discours est un acte de campagne selon vous ? D'abord, je veux vous dire que notre signalement à la Commission nationale des comptes de campagne faisait suite au fait que sur le compte officiel de l'Élysée sur les réseaux sociaux était publiée une vidéo dans laquelle Emmanuel Macron faisait la campagne de Valérie Ayé. Or, en 2019, déjà, Madame Loiseau, qui était tête de liste macroniste à l'époque, avait été pointée du doigt par la Commission nationale des comptes de campagne pour l'utilisation des moyens présidentiels. Donc c'est pour cette raison que j'ai saisi la Commission nationale des comptes de campagne. Pour le reste, j'observe que ça ne pose apparemment pas de problème au président de la République de faire une conférence dans une université. Donc je trouve ça... mais non, mais attendez. On rappelle encore une fois, c'est pas pour rappeler encore une fois, c'est que j'observe qu'il y a un 2 poids 2 mesures, puisque manifestement, certains ont le droit de faire des conférences dans les universités. Le motif invoqué, vous le savez, c'était trouver l'ordre public. Et d'autres n'ont pas le droit. Ouais, enfin, je suis pas sûr que la conférence de Emmanuel Macron à la Sorbonne ne donne pas lieu à un certain nombre de manifestations d'opposition. Donc je ne suis pas sûr que le motif invoqué en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon ne pourrait pas l'être. Non mais là, pour la c'était le sens de ma question. Est-ce que c'est un discours présidentiel ou c'est un discours de campagne? Est-ce que c'est un meeting? C'est clairement un discours de campagne. Enfin, je veux dire, c'est présenté comme tel, y compris par l'équipe de campagne macroniste qui dit vous allez voir ce que vous allez voir. Emmanuel Macron va rentrer en campagne et ça va tout faire changer. Donc eux-mêmes assument que c'est un discours de campagne. Or, maintenant, allons sur le fond. J'observe que c'est pas le premier discours de la Sorbonne. Il y en a déjà eu un en 2017. Et qu'à l'époque, il donnait rendez-vous en 2024 et disant vous allez voir en 2024, l'Europe sera unie sur l'état de droit et l'Europe sera unie sur le marché unique qui fonctionnera mieux. On est en 2024, vous avez l'impression que les questions d'état de droit ont avancé en Europe. Quand vous avez par exemple une agence européenne comme Frontex qui a été pointée du doigt pour utiliser des pratiques illégales de refoulement en mer. D'ailleurs, l'ancien directeur de Frontex est aujourd'hui sur la liste de M. Bardella, ce qui devrait faire réfléchir tout le monde. Et vous avez l'impression que le marché unique fonctionne mieux quand vous voyez par exemple les distorsions de concurrence et la concurrence déloyale auxquelles sont confrontés nos agricultrices et nos agriculteurs. Donc ce que j'observe surtout, c'est que depuis le dernier discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, rien n'a changé. Donc il ne faudra pas croire ce qu'il va dire pendant cette intervention. Emmanuel Bompard, les multiples enquêtes d'opinion réalisées en vue des européennes donnent un Jordan Bardella en tête de loin, de très loin, plus de 30% quand vous êtes à 6 ou 7 avec Manon Aubry. Non, on n'est pas à 6 ou 7, Salia Braclia. Ouais. On est à 8 ou 9. 8 ou 9, il a plus de 30. Est-ce que ça veut dire que... C'est bien de dire la réalité des sondages tels qu'ils sont aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que lui, Jordan Bardella, comprend mieux les Français que vous? D'abord, ça veut dire que je vous rappelle quand même qu'une élection européenne, comme toute élection, c'est le résultat qui fait le résultat de l'élection. C'est pas les sondages. Mais vous voyez bien les dynamiques. C'est pas les sondages avant. Les dynamiques. Vous voulez qu'on parle du fait qu'à 2 mois de la dernière élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon était annoncé à moins de 10% dans les sondages et qu'il a fini à 22%. Donc moi, j'ai toujours considéré que c'est pas les sondages à 2 mois de l'élection qui font le résultat. Je dis aux gens qui nous écoutent, par contre, c'est clair. Si vous n'allez pas voter aux élections européennes, parce que souvent il y a beaucoup de gens qui pensent que ça sert à rien, il faudra pas s'étonner à la fin que ça soit l'extrême droite qui soit en tête et les macronistes qui puissent continuer à dérouler leur
politique. Donc je dis en particulier à la jeunesse, aux catégories populaires, je leur dis emparez-vous de cette élection. Mais les catégories populaires, précisément, elles sont aujourd'hui beaucoup au Rassemblement national. Non, les catégories populaires, puisque vous citez des sondages, regardez-les en entier, elles disent tous la même chose, c'est que le premier comportement électoral aujourd'hui des catégories populaires, c'est l'abstention. Donc je m'adresse aux gens et je leur dis c'est le 9 juin, vous avez jusqu'au 3 mai pour vous inscrire sur les listes électorales, emparez-vous de cette élection, dites votre mot, ne laissez pas l'extrême droite et les macronistes confisquer cette élection et montrer qu'il existe une autre alternative en votant pour la liste conduite par Manon Aubry, tout simplement. Il y a une autre élection qui fait déjà parler et pourtant elle a lieu dans 3 ans. Les proches de François Ruffin ont commandé un sondage qu'ils testent dans l'hypothèse d'une candidature unique à gauche en 2027. Résultat, François Ruffin serait mieux placé que Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen. Il devancerait aussi Édouard Philippe comme candidat de la majorité. Est-ce que clairement pour vous le futur s'appelle François Ruffin? Écoutez, c'est difficile de commenter un sondage auquel moi personnellement je n'ai pas eu connaissance de ce sondage dans son intégralité. Donc difficile de le commenter. Si ce sondage dit qu'un candidat issu de la France Insoumise peut remporter les dernières élections présidentielles, j'en suis très content. Mais comme vous l'avez dit vous-même, c'est dans 3 ans. Donc pour l'instant, la première étape, si on veut remporter les élections présidentielles en 2027, c'est de faire le score le plus haut possible aux élections européennes. Mais ça veut dire aussi que Jean-Luc Mélenchon n'est pas forcément une évidence maintenant. Mais Jean-Luc Mélenchon a dit lui-même, j'aspire à être remplacé. Mais vous comprendrez quand même que c'est pas les sondages qui vont décider du choix de notre candidat. Ça l'a jamais été, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Par contre, je dis aux gens qui nous écoutent un chiffre très simple. S'il y a un électeur sur 2 qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon à la dernière élection présidentielle, va voter aux élections européennes, nous ferons quasiment 20% des voix aux élections européennes. Donc mobilisez-vous, ne laissez pas justement les sondages vous démoraliser. Allez vous inscrire sur les listes électorales, donnez-vous rendez-vous le 9 juin. Plus on est fort et plus justement on pourra gagner ensuite l'élection présidentielle. Emmanuel Bompard, merci d'avoir été avec nous sur France Info.